Et on est parti pour les bonnes pratiques en C#. Vous avez donc ici à l'écran un lien GitHub, la page GitHub pardon, de ce cours, que vous pourrez récupérer dans la description. En cliquant sur Clone Download, puis Download Zip, vous pourrez extraire cette archive et enfin lancer le projet sur lequel on va donc travailler. Hop. Alors il se peut que le projet GitHub soit mis à jour si j'ai oublié des choses ou quoi, pour correspondre du coup au contenu des bonnes pratiques en C#. Alors l'objectif, ça va être qu'après cette vidéo, votre code soit plus facilement lisible et maintenable lors de vos futures modifications. Alors on va appliquer des conventions qu'ont mis en ligne Microsoft pour le langage C#, en passant du coup par la première chose, le mot-clé var. Alors, ici, on pourrait très bien écrire string first name égale panty. Mais en fait, lorsqu'on va avoir de gros programmes et plein de variables, ici, enfin toujours, il faudra privilégier l'utilisation du mot-clé var, car cela permet du coup une meilleure clarté de code, un code plus allégé et plus clair, car selon les types, ici on a le mot-clé var qui ne prend que 3 caractères dans votre code, alors que string c'est déjà plus. Var aussi, c'est intéressant car il force l'initialisation des variables. C'est-à-dire qu'ici, on ne va pas pouvoir écrire var first name. Il va y avoir une erreur, vous voyez. Alors que si je mets string, voilà. Mais par contre, si je veux faire un console.writeLine de mon first name, ici, il va rien afficher. Donc ici, en utilisant le mot-clé var, ça permet de forcer l'initialisation des variables et être sûr qu'il y a toujours quelque chose dans cette variable. Alors pour initialiser à nul, pareil, une var, on va pas pouvoir utiliser le mot-clé nul, mais on va pouvoir utiliser par exemple sur une chaîne de caractères, string.empty. Et ici on aura du coup une chaîne de caractères vide. Voilà. Alors ici par exemple, ici c'est un mauvais exemple. On va pas utiliser le mot-clé var, car vous voyez on a une classe du coup qui s'appelle exemple, avec une méthode getResult, qui nous dit que ça retourne le résultat de l'opération, d'accord, ok. Mais ici en fait on va pas savoir quel type c'est, alors juste en mettant sa souris ici, on sait que ça retourne un int. Mais lors de l'utilisation d'une méthode comme celle-ci, on va directement, explicitement écrire la type de notre variable ici. On ne va pas utiliser le mot-clé var. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque l'on sait pertinemment à droite de notre variable le type de notre variable, eh bien on va utiliser le mot-clé var et non plus le mot-clé qui correspond au type. Alors que lorsqu'on utilise une méthode de ce genre, là en lisant comme ça, à vue d'œil, on n'a pas la possibilité de savoir quel type nous renvoie cette méthode. Donc on explicite ici, avec le mot-clé int. Alors la deuxième chose, c'est la meilleure lisibilité des conditions. Alors par exemple ici vous voyez sur un if avec deux conditions, on va entourer de parenthèses la première condition, suivie du mot-clé et, avec du coup la deuxième condition avec des parenthèses. Alors on pourrait aller encore plus loin pour améliorer la lisibilité et mettre aussi un espace ici. Et ici, alors ça c'est à votre bon vouloir, c'est comme bon vous semble. Et du coup ici on a quelque chose de vraiment très lisible. On voit bien qu'ici, bon, si le nom de famille n'est pas, si le prénom n'est pas égal à test et que le nom de famille n'est pas égal à MDP, alors voilà. Donc on a une meilleure lisibilité du code grâce à cela. On va passer aux conventions de commentaires. Alors ça va être très simple. Voici du coup la convention que nous dit Visual Studio pour écrire un commentaire. On va du coup commencer par les doubles slash, avec toujours un espace entre les doubles slash et le début de votre commentaire. Et s'il est sur deux lignes, on poursuit sans majuscule sur la deuxième ligne, et on termine toujours par un point. Alors, comme je vois ici la région, pareil, pour votre code, il est très intéressant d'utiliser des régions qui permettent de délimiter du coup des zones dans votre code, des méthodes. Donc, par exemple, moi j'ai séparé mon cours en catégories.
Alors pour créer une région, je ne me rappelle malheureusement plus du raccourci clavier sur Visual Studio, mais sinon il suffit d'écrire dièse région, ou alors tout simplement d'écrire région, et on appuie sur tab, double tab, et on écrit du coup sa région avec la chaîne de caractères appropriée. Voilà. Alors les directives du langage. Point très important, pour les chaînes de caractères. Voilà. Alors vous voyez, on va reprendre du coup ici mes deux variables, first name et last name, dans le cas d'une chaîne courte. Alors, une chaîne courte qui va être une chaîne non pas supérieure à 50 caractères, 100. On va pouvoir du coup remarquer deux variables qui en fait sont exactement les mêmes. Alors ici, grâce au dollar, on va pouvoir afficher des variables dans une chaîne de caractères, vous voyez, sans s'embêter. Et on va voir avec l'exécution du programme en CTRL F5. Vous voyez, chaîne de caractères, Pantiminax, ça affiche exactement la même chose. Dollar, ouverture des guillemets, et ensuite, nos variables doivent être entre crochets, enfin entre accolades. Et on peut écrire du texte à l'intérieur, vous voyez. Comme ça, hop. On peut afficher la même chose ici. Et vous voyez, du coup, c'est la combinaison des variables et du texte, du coup, qui est très intéressante. Alors, on va privilégier, d'ailleurs je vais marquer avec le commentaire, voilà, privilégier cette syntaxe. Vous voyez que cette syntaxe est plus claire, elle est moins longue que cette deuxième possibilité, c'est avec le string.format, suivi des accolades, on commence à l'index 0 jusqu'à infini, et ensuite, le deuxième paramètre va être les arguments, du coup, first name va remplacer le 0, last name le 1, afin d'afficher mon nom. On va préférer du coup cette première syntaxe qui est moins longue à écrire. Pour des chaînes de caractères dans les boucles, des chaînes de caractères en masse, que l'on va appeler des concaténations de chaînes en masse, au-delà de 4-5 concaténations, donc ici par exemple j'en ai plus de 100, il va falloir utiliser ce qu'on appelle un string builder. C'est donc une classe. Et donc cette classe va permettre d'améliorer les performances, en fait d'éviter surtout des problèmes de performance par rapport à l'utilisation de plus en fait, car on pourrait simplement ici utiliser cette syntaxe là, maniphrase plus égale là quoi en fait. Sauf que ceci peut causer des problèmes de performance. Donc, grâce au string builder, on améliore les performances de l'application et on évite des crashs. Et vous voyez ici, voilà ce que ça donne, tralalala, qui a été concaténé 100 fois à la suite. La méthode append qui permet d'ajouter à notre chaîne manphrases qui au départ va valoir rien du tout. Et on y ajoute nos lala 100 fois. Au niveau des tableaux, on va avoir du coup ce qu'on appelle un initialiseur de tableau. Alors, il faut donc privilégier cette syntaxe. On va d'ailleurs l'indiquer. Donc ici, on va avoir le type de notre tableau. C'est un tableau de string qui s'appelle voyelle 1 et qui contient du coup toutes nos voyelles. Grâce aux accolades, on déclare toutes nos variables séparées, toutes nos voyelles séparées par une virgule. La deuxième méthode consiste à initialiser avec le mot-clé new. Vous voyez, c'est un peu plus long. Nos voyelles. Et la troisième méthode, qui est la méthode qui va prendre le plus de place dans notre code en fait, qui va être beaucoup moins claire,
c'est d'initialiser un tableau qui est une taille fixe. Et enfin, on y ajoute un à un nos voyelles. Et de plus, on peut se tromper, car si on écrit voyelle de 6 égale E, et ben ça va planter, puisque notre tableau est une taille de maximum 5. Vous voyez, on aura l'exception index out of range exception. Donc préférez largement cette syntaxe. Alors ici je tiens à dire qu'on ne peut pas utiliser le mot-clé var. Vous voyez, en fait on ne peut pas initialiser avec un initialiseur de tableau le mot-clé var. Donc on spécifie directement le type et les crochets pour dire que c'est un tableau. Alors au niveau des délégués, j'ai donc en bas du code créé un délégué. Donc délégué, c'est une méthode qui est une variable en fait, une méthode sous forme de variable. Du coup on a la méthode del méthode avec notre délégué del. Et pour initialiser notre délégué, alors j'ai fait une vidéo sur les délégués si vous ne savez pas ce que c'est exactement, où j'explique concrètement ce qu'est un délégué et comment l'utiliser. L'initialisation d'un délégué va toujours être mieux sans le mot-clé new et sans l'englobement du del, du coup. On va préférer cette syntaxe qui est plus concise et plus propre à utiliser. Rien d'autre à ajouter. Les instructions try catch et using dans la gestion des exceptions. J'ai la déclaration d'un index du coup qui est égal à 6. Alors ici, on va avoir notre try catch avec du coup notre voyelle qui est égale à voyelle de 1 de index. Alors ici, je l'ai mis exprès à 6 pour que ça provoque une erreur et du coup on passe dans cette erreur ici. Lorsque l'on utilise un try catch, on va toujours catcher l'erreur, donc jamais on ne va pas utiliser le mot clé. Qui en fait va complètement arrêter notre programme. Et donc c'est pas ça qu'on veut, mais il faut indiquer à l'utilisateur, toujours indiquer à l'utilisateur d'où vient le problème. On pourrait afficher ceci, donc index is out of range, on sait très bien que cette exception là provoque ceci, un dépassement de range. Ou alors on pourrait aussi utiliser notre variable d'exception que Visual Studio génère très bien. Console.write9 eggs.message. On affiche. Vous voyez, l'index se trouve en dehors des limites du tableau. Après, il ne nous dit pas quel index, certes. Alors, on peut le laisser. Et on préfère plutôt customiser notre propre message d'erreur, comme ça, on sait très bien comment ça fonctionne. Alors, pour le using, très important aussi, pour les performances, on a donc un file string qui va nous permettre de lire dans un fichier. Alors, en l'occurrence ici, on va l'ouvrir. On a notre tray finally. Alors, finally, c'est-à-dire qu'il passera toujours dans ce cas-là. Alors, il n'y a pas de catch ici. Mais si jamais il y a une erreur qui est catchée, dans tous les cas, on aura quand même le passage dans le bloc finally, même s'il y a une erreur ou non. Donc ici, ce que l'on fait, c'est que l'on essaye d'ouvrir notre fichier. Et une fois qu'il est ouvert, qu'on a fait nos traitements juste en dessous, ici à la ligne, on pourrait avoir du traitement. Voilà, lecture du fichier, on écrit dans le fichier, on fait des choses, on le sauvegarde. Une fois ceci terminé, on va dispose, ce qui va libérer toutes les ressources que l'on a utilisées, et donc libérer de la mémoire, pour ne pas avoir un dépassement de mémoire dans notre programme. Alors au lieu d'écrire tout ceci, en fait, en utilisant la syntaxe using, comme ceci, cela correspond en fait à exactement la même chose. C'est-à-dire que le using va du coup exécuter cette ligne de code, exécuter mon traitement, et automatiquement, une fois le traitement terminé, il va libérer les ressources comme ceci. Donc il faut évidemment préférer l'utilisation de using. On va passer à l'opérateur new.
D'ailleurs que vous avez déjà dû remarquer dans mes directives du langage. Alors, ici on va du coup avoir une classe que l'on va pouvoir instancier, et on va pouvoir du coup utiliser le mot-clé var plutôt que le nom de la classe en elle-même. Imaginez si vous avez des noms de classe à rallonge, on va toujours préférer notre petit mot-clé var qui n'a que 3 caractères et du coup qui permet d'alléger notre code. Lorsque l'on a un objet, donc ici avec ma classe exemple, qui ressemble à ceci, on va pouvoir du coup utiliser l'initialiseur d'objet qui correspond pratiquement à notre initialiseur d'objet de tableau, pardon. On va préférer du coup cette syntaxe-ci, qui consiste à créer du coup, comme ici, notre objet de type exemple, avec en ouvrant les accolades, on utilise les 3 propriétés de notre objet exemple, qui permet du coup d'initialiser notre objet et d'affecter ses valeurs à ses propriétés. On pourra aussi utiliser cette syntaxe-là, mais qui, vous voyez, beaucoup plus lourd dans notre code. Ici, ça tient sur une ligne, et ici, ça tient sur le nombre de propriétés, en fait. Le nombre de lignes en fonction du nombre de propriétés. Donc forcément, on préfère l'initialiseur d'objet. On en a donc fini ici. On a un deuxième projet sur notre solution. Vous pouvez aller, du coup, dans l'explorateur de solutions, sur Good Practice Form. On va ouvrir le main form et on a un bouton, on a un formulaire avec un bouton Click Me. Alors, on va appuyer sur F7 ou alors clic droit, afficher le code. Et on va voir du coup comment utiliser un gestionnaire d'événements intelligemment. Alors, lorsque l'on crée un formulaire en C#, on a des boutons et on peut ici ajouter un événement. Alors, soit en double-cliquant ici, ou soit en double-cliquant sur notre contrôle en lui-même. Je double-clique. Voilà du coup ce que l'on a. Alors ici on peut faire un mbox, double tab. Voilà. On va changer là où on démarre notre projet. On le démarre sur le formulaire. Voilà, ça marche. Ça fonctionne très bien. Alors on retrouve ici notre événement clic. Si vous avez une méthode, enfin un événement du coup de ce type-là que vous n'allez jamais supprimer, jamais déplacer, il y a la possibilité d'utiliser une syntaxe plus légère, du coup. Et imaginez-vous avec un formulaire qui contient des dizaines de boutons, des dizaines de champs, avec des événements, etc. Vous avez un formulaire qui fait plus de 300-400 lignes de code. Ça devient difficile de s'y retrouver, donc les méthodes en fait importantes qui peuvent être mises à jour assez régulièrement. On va pouvoir du coup supprimer ceci. Voilà. Et sur notre constructeur du coup de notre formulaire, on va pouvoir utiliser la syntaxe. Ce qu'on appelle une expression lambda. Donc btn click me, c'est le nom de mon bouton ici, cette propriété là, name. btn click me. Et on voit, on peut trier ici par événement sur Visual Studio 2019. Point clic. On va utiliser la syntaxe du coup plus égale. Ici pour notre sender event. Avec la fonction fléchée. Et on ouvre les accolades. Et on met un point virgule. Et ici, messagebox.show test. Et ça fonctionne de la même manière, vous voyez. Alors après, de même, pour... Voilà. Pour bien nous y retrouver dans notre code, on peut faire comme ceci. Et on a du coup, en expandant notre région, on a le code de notre événement clic, qui permet du coup d'avoir un code pareil, plus maintenable pour de futures modifications. La méthode est directement dans le constructeur du formulaire, c'est facilement accessible. J'espère du coup que ces astuces vous auront aidé. Si j'ai oublié des astuces, n'hésitez pas à me signaler ce que je pourrais vous dire d'autre. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.